Donc bonjour tout le monde. Donc comme je vous ai dit dans la partie présentation du module biodiversité et environnement, je vais traiter donc la partie qui concerne la biodiversité, concept, évaluation et menaces. Alors, le mot biodiversité, est-ce qu'il s'agit d'un mot, d'un terme, d'un concept qui est assez connu? Alors, une enquête qui a été réalisée en Europe concernant la biodiversité, et ceci en 2007. Pour nous, l'Europe, c'est un continent donc, qui est peuplé par des gens qui sont bien instruits, des gens qui lisent, et malgré l'enquête qui a été réalisée en posant comme question « Are you aware of the term biodiversity ?» Est-ce que vous connaissez le mot biodiversité? Alors 35% ont répondu I have heard of it and I know what it means. Donc ils le connaissent, ils savent comment le définir. Là, qu'est-ce que ça signifie? 30% ils ont répondu I have heard of it but I don't know what it means. Ils ont entendu parler du mot biodiversité mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et 35% ils n'ont jamais entendu le mot biodiversité. Alors par pays, l'Autriche et l'Allemagne, donc 70% de la population savent définir le mot biodiversité. Pourtant, Chypre et la République tchèque, uniquement 6% savent définir le mot biodiversité. Donc c'est un résultat ou un constat qui est un peu décevant. La Suisse, qu'on considère un pays qui est assez développé et que les gens sont vraiment très cultivés, ils lisent beaucoup, etc. Mais malheureusement, et malgré tout ça, donc 50% des Suisses ne connaissent pas la notion de biodiversité. Alors toutes ces enquêtes, ces constats, etc. ont poussé la communauté internationale à faire de l'année 2010 l'année internationale de la biodiversité. Alors l'objectif était de faire arriver le mot biodiversité au maximum de personnes. Alors l'objectif donc était de développer des programmes et stratégies de conservation de la nature en général, exécuter des plans d'action en collaboration nationale et internationale, c'est-à-dire au sein des pays et entre les pays, étudier et montrer l'évolution de la biodiversité et surtout informer et sensibiliser la population et les autorités. C'est très important que le citoyen, les autorités, c'est-à-dire les gens des communes, les gens qui ont la décision, savent et soient sensibilisés de cette biodiversité. Alors le cours est structuré de cette manière. Tout d'abord, on va définir le mot biodiversité. On va passer voir quels sont les niveaux de la biodiversité, quelles sont les dimensions de la biodiversité, comment quantifier et mesurer cette biodiversité. Après, on va passer à voir quelle est la valeur de cette biodiversité. Et finalement, est-ce que cette biodiversité elle est conservée ou bien elle est menacée? Donc, est-ce qu'elle est en train de se perdre? Si oui, quelles sont les causes de la perte de cette biodiversité? Donc, et puis, vous aurez donc la partie de conservation, les stratégies de conservation que vous allez voir avec Madame Fett. Alors le concept de biodiversité, la biodiversité, donc avant la Convention de Rio en 1992, était considérée comme la diversité des espèces, c'est-à-dire SP1, SP2, SP3, une plante, d'accord, donc juste les espèces. Mais lors de la Convention sur la diversité biologique qui a eu à Rio en 1992, vous pouvez voir donc entrer à www.biodiv.org, la définition de la biodiversité a pris donc plus d'ampleur et actuellement, la biodiversité est définie comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Alors, si vous relisez cette définition, vous allez remarquer que la biodiversité englobe toute la Terre. Donc, les écosystèmes terrestres, aquatiques, marins et les espèces, toutes espèces végétales, animales, il y a toutes les espèces qui vivent. Et non seulement écosystèmes et espèces, les gènes, la diversité intraspécifique et même les processus écologiques entre toutes ces parties.
Alors, donc, on parle de diversité d'espèces. Alors, la diversité d'espèces, mais qu'est-ce qu'une espèce? Je sais que vous avez déjà entendu le mot espèce, vous l'avez défini en cours de systématique végétale, animale, c'est-à-dire la faunistique, la floristique, en écologie, je pense, mais je veux bien insister sur la notion d'espèce parce que c'est très important. C'est la base de la biodiversité. Alors, Linné, donc, qui est le fondateur de la nomenclature binomiale, de la taxonomie, de la systématique, donc, qui a vécu entre 1707 et 1778. Il a dit, donc, qui est vraiment très qui est connu, si tu ignores le nom des choses, même leur connaissance disparaît. Il faut savoir tout d'abord nommer les choses, donner des noms aux choses. Donc, c'est pour cela qu'on fait appel à une science qui s'appelle la classification, à la classer. Alors, la classification, ça dépend des objectifs. Classer pour quoi faire? On peut classer maintenant pour manger. Si on veut préparer un plat dans la cuisine, on va faire appel à des fruits, des légumes, de la viande, du volaille, etc. Donc, il faut nommer les choses. Donc, c'est pour cela, donc pour la classification pour la cuisine, on n'est pas obligé, on n'a pas besoin d'arriver au nom scientifique. Il faut juste savoir séparer la viande rouge de volaille, du poisson, des légumes, des fruits, etc. Pour décrire des milieux, classification écologique, par exemple, on peut regrouper le mot zooplancton pour désigner donc ces organismes unicellulaires qui habitent, par exemple, les eaux marines, des organismes fisseurs. Donc, ce sont des organismes, un groupe, une communauté qui vivent en enfouissement dans le sol, par exemple, des zoophages. Donc, pour parler des origines de ce qui existe, par exemple, on passe à ce qu'on appelle la systématique. Dans ce cas, on passe à des termes un peu scientifiques dont le nom, par exemple, désigne des caractères. Par exemple, arthropode. Arthropode, c'est-à-dire pattes articulées. D'accord? Tétrapode, quatre pattes. D'accord? Il y a donc beaucoup de termes scientifiques qui désignent des caractéristiques. Alors, classer pour quoi faire? Les classifications utilitaires et scientifiques ne se superposent pas et dépendent des objectifs fixés et du contexte. Par exemple, comme je vais redonner l'exemple de la cuisine, les fruits de mer, ils sont utiles en cuisine, mais pas pour un zoologue. Un zoologue, il a besoin de nommer donc cette crevette avec son nom scientifique, cette huître avec son nom scientifique, donc toutes les formes, cette variété qui existe dans ce plat, il faut apprendre à lui donner donc un nom scientifique qui la différencie de l'autre. Alors, par exemple, l'échinoderme, utile pour un zoologue, mais pas pour un cuisinier. Un cuisinier a le plat kamel qui se met fruits de mer. D'accord? Alors, la classification du monde vivant, il y a la nomenclature. La nomenclature, elle a une mise en place des noms. Il faut donner des noms à tous ces êtres vivants qui existent sur Terre. La classification, elle consiste à reconnaître et à définir des groupes ou taxons d'organismes possédant en commun un caractère particulier, que les taxonomistes auront à nommer. Les insectes. On va prendre la mouche, la moustique, le coléoptère, le légume, ils sont classés dans la classe des insectes. On a des hexapodes. La systématique étudie des catégories d'organismes avec leur diversité. Maintenant, la systématique animale, systématique végétale, systématique des coléoptères, systématique des lépidoptères, systématique des mammifères. La taxinomie est l'étude de la diversité des organismes et des relations entre ces organismes. La phylogénie, c'est la science qui estime les dates d'apparition des espèces. C'est très important pour les études taxonomiques très poussées, surtout pour la révision des genres, la révision des familles, etc. On fait appel donc à des caractères, etc. Et on établit ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques qui estiment donc les dates d'apparition des espèces. Donc là, on a un exemple. Donc, ce sont tous des insectes
aquatiques, mais avec des caractéristiques différentes. Donc c'est la classe des insectes, mais qui sont, par exemple, ce sont des coléoptères parce qu'ils présentent des élytres qui sont vraiment des ailes sous forme de chitineurs sous forme d'élytres. Ce sont des plécoptères de cercles, des odonates, des yeux qui sont très développés. Des hémiptères parce qu'ils présentent un rostre, mais ce sont de deux familles différentes avec des caractéristiques différentes. Donc, selon les caractéristiques, on est en mesure de faire classer, ou de classer un spécimen dans telle ou telle famille, tel ou tel ordre, etc. Alors, la définition d'une espèce, on a une définition morphologique et biologique. Alors, morphologique, c'est le groupe d'individus qui est morphologiquement, physiologiquement ou biochimiquement distinct d'autres groupes dans quelles caractéristiques importantes. C'est des spécimens qui se ressemblent, donc des individus qui se ressemblent et ils appartiennent à une même espèce. Et l'espèce biologique, alors il faut que ces individus peuvent potentiellement se multiplier entre eux dans la nature, ce qui n'est pas possible avec les individus d'autres groupes. Par exemple, là, groupe d'individus vivants ou la fossile pouvant se reproduire entre eux, c'est l'interfécondité, et la descendance doit être fertile. Alors, taxon, il y a donc l'espèce, c'est un taxon qui réunit les êtres vivants qui représente un ensemble de caractéristiques communes. Donc, il présente un ensemble de caractéristiques qui sont vraiment communes. Donc là, on a différentes, là, on a sont tous des poissons, mais différentes espèces, là, des oiseaux, différentes espèces, là, des papillons, différentes espèces, là, des reptiles, donc différentes espèces. D'accord? Alors, ces caractéristiques, ils sont des caractéristiques morphologiques communes, anatomiques, physiologiques, biochimiques et génétiques. Alors là, des exemples par exemple, le tigron résulte de la reproduction entre un tigre et une lionne. Là, ce sont les exemples de reproduction entre deux espèces différentes, ou l'inverse, et dans les deux cas, les hybrides mâles sont stériles, et seuls les hybrides femelles peuvent être fertiles. Donc généralement, lorsqu'il y a reproduction entre deux individus d'espèces différentes, généralement les descendants ils sont stériles. L'exemple le plus fameux c'est l'exemple du mulet, Aoulad el-Bral, donc c'est un hybride qui résulte de la reproduction entre un âne et un jumeau. D'accord? Et généralement, le mulet, il est généralement stérile. Alors, l'espèce, c'est l'entité fondamentale de la classification. C'est la base de la classification. Elle est toujours nommée par ce qu'on appelle la nomenclature binomiale, par deux noms. Le premier nom correspond au genre et le deuxième, il correspond à l'espèce. On l'écrit daiman en latin, donc c'est latin, latinien, en italique, yani naes, d'accord, et il est suivi du nom de l'auteur plus la date de publication. Par exemple, Homo sapiens, c'est le nom scientifique de l'homme, et il a été décrit ou là classé par Linné, c'est Linnaeus en 1758. Là, le nom par exemple du calmar, l'oligo forbesi. Là, le nom du lion, Panthera leo, c'est un sous-espèce. Alors donc, les espèces peuvent se regrouper en genres. Un genre peut contenir plusieurs espèces. D'accord? Plusieurs genres se regroupent en familles, parce qu'ils présentent des caractères en commun. Plusieurs familles se regroupent en ordre. Plusieurs ordres se regroupent en classes. Et plusieurs classes se regroupent en embranchements. Et plusieurs embranchements se regroupent en règnes. Alors, généralement, il y a 5 règnes. Les plus fameux sont le règne végétal et le règne animal, plus 3 autres règnes qui sont donc animal, végétal, des plantes, des champignons, celui des fongies, des protistes, ce sont des algues, les organismes unicellulaires, et de monera, sont les règnes des bactéries, ou les règnes des prokaryotes. Alors, les niveaux fondamentaux de classification, donc
du plus général jusqu'au plus spécifique, le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, genre et l'espèce. Donc, c'est très important de connaître l'ordre de classification. Il faut vraiment le maîtriser. Donc, je vais vous donner des exemples. Par exemple, de ce coléoptère cérombicidé qui se caractérise par donc ses antennes de longueur presque qui occupe presque la totalité du corps. L'espèce c'est Cerombix cerdo. L'auteur c'est Linné en 1758. Alors, donc le genre, c'est Cerombix. L'espèce c'est Cerdo. Donc l'espèce Cerdo, le genre Cerombix. La famille c'est Cerombicidae. L'ordre des coléoptères. La classe des insectes, la Hexapoda. L'embranchement des arthropodes et le règne animal. La classification zoologique générale, par exemple, là, l'exemple d'un autre coléoptère aquatique, Dytiscus pisanus. Donc, l'espèce c'est Pisanus. Le genre c'est Dytiscus. L'auteur c'est Laporte 1835. Donc, la famille Dyticidae, l'ordre des coléoptères, la classe des insectes, la Hexapoda, le phylum ou l'embranchement c'est arthropodes et le règne c'est animal. D'accord? Alors, comment nommer une espèce? Donc, généralement, lorsque le nom du genre est neutre, qui il se termine par le suffixe par exemple, Tetramonium. D'accord? Et donc, l'espèce le nom il se termine par Lorsque le nom du genre est masculin, ça sonne comme un masculin, Hydrobius, il se termine par us. C'est l'espèce us. Le nom de genre est féminin, il se termine par A. مثلا Hydraena, Anakaena. D'accord? Et l'espèce, par exemple, Chordata. L'espèce est nommée en l'honneur d'un homme. Le genre Limnebius, c'est un genre masculin. Et l'espèce, elle a été nommée en l'honneur d'une personne qui s'appelle Kamal. Donc, Kamal, zidane le suffixe I. L'espèce nommée en l'honneur d'une femme. Kenzido, le suffixe ai. Maintenant, Elophorus, c'est un genre masculin. L'espèce, elle a été nommée en honneur d'une femme qui s'appelle Elisabeth. Donc, Zidna, Elisabethae, AE. Le nom d'espèce fait référence à une localité d'origine. Maintenant, l'espèce a été récoltée Rif. Le genre, c'est Hydroporus, c'est un genre masculin. Donc, l'espèce Rifensis, donc zido le préfixe N6. Donc Rif, vous dites N6, Rifensis. Alors l'ordre général il se termine en A, Coleoptera, Odonata, Hemiptera, Ephemeroptera, d'accord. La superfamille c'est un Oidea, parfois qui est entre l'ordre et la famille, qui est la superfamille. Superfamille se termine par Oidea, Hydrophiloidea. La famille, niveau inférieur, il se termine par Idae, Hydrophilidae. Et la sous-famille par Inae, Hydrophilinae. Donc, Oidea, Idae, Inae. D'accord? Alors, il y a parfois, on trouve des abréviations. Hydraena sp. Alors, pourquoi sp? Le suffixe sp, 15-2, lorsqu'une espèce non encore décrite. On n'a pas su, on a reconnu le genre, l'espèce, on n'a pas pu arriver à l'espèce, on n'a pas encore décrite, sp. Parfois, quand c'est beau, cf, canfer. Par exemple, Hydraena, canfer, rigua. Pour canfer, l'espèce est probablement celle que l'on nomme rigua. On n'est pas sûr. Parfois, quand c'est beau, le suffixe af. Pour affinis, Hydraena, sp, af, rigua. Pour affinis, pour indiquer que l'espèce est proche d'eux. Elle est proche de rigua, mais c'est pas rigua. Elle se rapproche. Alors, taxon, le taxon étant une unité taxinomique, qu'elle ait ou non un nom, et quel que soit son niveau de regroupement. Le taxon, parfois, on ne peut pas arriver, ou ça n'arrête l'ordre, ou ça n'arrête les familles, certains ou ça n'a la famille, ou ça n'arrête l'ordre, certains ou ça n'a le genre. Donc on parle finalement pour décrire les taxons qu'on a trouvés, parce que un niveau taxonomique commun pour parler d'espèces, pour parler de genre, pour parler
les taxons qu'il peut distinguer, on se référer l'ordre, la famille, le genre, l'espèce, ça dépend. Alors, quels sont les niveaux de la biodiversité? Si vous vous rappelez de la définition de la biodiversité, la diversité spécifique, interspécifique, écosystémique, etc. Donc, à partir de cette définition, il est ressorti que la biodiversité a 3 niveaux. Biodiversité des écosystèmes, biodiversité des espèces et biodiversité génétique, c'est-à-dire des populations, des individus au sein des populations de la même espèce. Donc 3 niveaux de biodiversité, comme j'ai dit, génétique, spécifique et écosystémique. Alors, le niveau de diversité génétique, c'est au sein de la population. La population, elle est formée par plusieurs individus. Et l'individu, il est formé par des cellules. Où les cellules forment le noyau. Le noyau, il contient des chromosomes. Les chromosomes, ils contiennent des gènes. Ou les gènes, ce sont des successions de nucléotides. Donc, depuis le nucléotide, c'est la population. La diversité spécifique, c'est-à-dire des espèces. Et chaque espèce est formée par des populations d'individus. Ce sont des individus qui forment des populations. Les populations peuvent former des sous-espèces ou directement des espèces. Les espèces appartiennent au genre, le genre famille, famille ordre, la classe, le phylum ou l'embranchement et le règne. D'accord? Et la diversité écosystémique qui est née depuis la niche écologique ou qui est colonisée par l'espèce jusqu'à l'habitat, l'écosystème, plusieurs écosystèmes forment un paysage, les paysages forment des biorégions jusqu'au biome. Jusqu'au biome, donc vous avez vu les différents biomes de la Terre, donc avec M. Enes Louer de le cours écologie. Alors la biodiversité génétique, donc tant parmi des populations séparées géographiquement que parmi des individus dans des populations seules, c'est la diversité génétique, c'est la variété qui existe au niveau des allèles, celui des gènes entiers ou celui de la structure chromosomique à l'intérieur des espèces. Les populations, mais qu'il y a des populations d'aiman continues. Maintenant, on a le singe magot, donc c'est une espèce qui vit au Maghreb. Donc au Maroc, il y a des populations de Rif, il y a des populations de Moyen Atlas, il y a des populations de Haut Atlas. Au Rif, il y a des populations de Santan, il y a des populations de Bouhachem. Donc tout ça, il se caractérise donc en des pôles génétiques un peu propres. Donc, chaque être vivant a des caractéristiques génétiques uniques. La diversité génétique recouvre la diversité des gènes de tous les organismes vivants. Les gènes sont codés par l'ADN, ils sont transmis lors de la reproduction et la diversité des gènes influence la diversité des caractères d'un individu, d'une population ou d'une espèce, par exemple la couleur des yeux ou la résistance à une maladie, etc. La diversité spécifique, comme deuxième niveau de biodiversité, la variété qui existe au niveau des différentes espèces trouvées dans une aire donnée, toutes les espèces vivantes sur la Terre, c'est-à-dire toutes les espèces vivantes, animales, végétales, donc par exemple, la gazelle d'Orcas, la gazelle d'Ama, à l'échelle de sous-espèces, mais le lion, c'est une seule espèce, c'est Panthera leo, et il y a plusieurs sous-espèces. Et la diversité des écosystèmes, c'est la variété qui existe au niveau des environnements physiques et de communautés biotiques dans un paysage. Donc là, vous avez l'écosystème, par exemple, là c'est forestier, c'est un cours d'eau, un marin, d'accord, donc c'est agricole, c'est un matoral, d'accord. Alors les 3 niveaux sont reliés entre eux, c'est-à-dire génétique, spécifique et écosystémique, mais suffisamment distincts pour que chacun puisse être étudié en soi. On peut étudier les niveaux de manière séparée ou les étudier ensemble, ou généralement, la plupart des études s'intéressent au niveau spécifique, c'est-à-dire la diversité spécifique, celui des espèces, car c'est le palier le plus abordable, tant au niveau conceptuel que pratique. C'est le plus simple. Pour étudier la diversité d'une forêt, c'est très simple d'apprendre à identifier les espèces. Génétique, il faut du matériel plus coûteux, faire des prélèvements, donc c'est la séquençation, etc., pour ressortir l'ADN. Donc ça demande un matériel qui est coûteux, que malheureusement nos laboratoires ne disposent pas. Il y a très peu de centres dont on dispose. Donc la diversité la plus simple à étudier, c'est la diversité spécifique.
D'accord? Alors donc, c'est pour ce premier cours, donc on a vu la définition de la biodiversité, on a vu la notion d'espèce avec la classification et les niveaux de biodiversité. Donc dans un prochain cours, on va passer à voir le reste du programme. Et merci pour votre attention.